la fameuse séquence, si vous êtes déjà venu, que vous attendez tous, qui est la séquence équation. Pourquoi la séquence équation? Ce ciné-club étant organisé par l'Institut Henri Poincaré, on a décidé cette année de vous ramener dans ces débats sciences-société une équation en lien avec le thème de la soirée, avec lequel nos intervenants travaillent, ou en tout cas, c'est une équation qu'ils admirent. Et donc Roland a accepté de se prêter au jeu d'une petite présentation d'une équation sur la lumière, une équation lumineuse. Voilà. Alors on est tous prêts à retenir notre souffle, Roland, pour passer à la séquence. Alors, l'équation du soir, bonsoir. Cette équation, je l'ai choisie, elle a priori aucun rapport avec le film. Effectivement, qu'est-ce qu'il nous fait le hook là, il déconne. Elle a priori aucun rapport avec le film. En fait, je l'ai choisie parce qu'elle permet de parler de ce qu'il y a dans la nouvelle, qu'on a un petit peu évoqué. Le film est issu de cette nouvelle de Ted Chiang. Et dans cette nouvelle, le physicien, ça ne peut pas être autre chose qu'un physicien. Qu'un garçon. Il y a des problèmes de biologique. Il y a besoin d'engendrer une jeune fille qui finira par mourir. Et donc, il faut bien un garçon, parce que dans le livre, la linguiste est une linguiste. Mais c'est un physicien. Et c'est lui, en fait, mais sans comprendre comment, c'est lui qui donne la clé à la linguiste. Parce que dans le film, comment elle comprend la linguiste? Elle est super maline, mais les extraterrestres, ils font des petites passes magiques, on a l'impression, et puis boum, elle comprend les trucs. Bon. Il l'aide un peu, on ne sait pas bien comment, mais il y a des petites passes magiques. Dans le film, non, elle est vraiment intelligente. Elle est authentique. Dans le livre, elle est authentiquement intelligente, alors que le physicien, c'est juste un gars qui dit, bon, bah, on va essayer de communiquer. Donc, ils ont commencé à établir un schéma de communication avec ces heptapodes. Et les scientifiques, le gars, là, il est intéressé par le voyage plus vite que la lumière. Dans le livre, pareil. Enfin, dans l'histoire, pas pareil. Mais enfin, il veut avoir une idée des techniques et de la compréhension physique, mathématique du monde des heptapodes. Donc, il leur montre des trucs de physique. Et les heptapodes, ils bronchent pas. Alors, le gars, il est un peu démoralisé. Il montre des trucs, ils s'en foutent. Ils ne bronchent pas, ça ne les intéresse pas, ils ne réagissent pas. Et il dit à la linguiste une chose, c'est quand on leur a montré le principe de Fermat et sa matérialisation, et on va discuter ce que c'est, ils ont réagi. Alors la linguiste, évidemment, il ne comprend rien en physique, il dit c'est quoi le principe de Fermat, hein? Ah, tu ne comprends rien, Marc Valentina. Il y a même un dessin dans le bouquin, je ne sais pas une plaisanterie, il y a un petit dessin. Alors elle lui demande d'expliquer, et là elle dit j'ai compris. Je sais comment ça fonctionne cette langue. Alors, c'est quoi le principe de Fermat et comment elle a compris? Alors, voilà le principe de Fermat. Et voilà ce qu'est le chemin optique. Le chemin optique, pour aller d'un point A à un point B, vous avez un rayon lumineux qui se déplace dans un milieu quelconque, n'importe quel milieu. Il se déplace d'un point A à un point B, et le chemin optique, quelque chose en fait qui est à voir avec la durée du trajet pour aller du point A au point B, ce chemin optique, il est compté comme ça. Quand vous prenez un petit morceau de trajectoire, le ds, ça veut dire un petit morceau de trajectoire. Vous le multipliez, une petite longueur géométrique, c'est des mètres. Vous le multipliez par ce n qu'on appelle l'indice optique, qu'on pourrait appeler la lenteur de la lumière. Plus cet indice est élevé, plus la lumière est lente dans le milieu. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Elle est plus lente dans n'importe quel autre milieu. Et cette vitesse qu'elle a dans le milieu, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice optique n. Donc si vous avez un indice optique de 2, la lumière est 2 fois plus lente dans le milieu dans lequel elle se propage. On pourrait appeler l'indice la lenteur de la lumière. La lenteur multipliée par le petit élément de longueur, c'est quelque chose qui a à voir avec la durée pour faire ce petit élément. Combien de temps la lumière a mis pour faire cette petite longueur? Vous additionnez le grand signe comme ça en forme de trou de violoncelle. L'intégrale, ça veut dire vous faites la somme, vous additionnez tous ces petits bouts le long de la trajectoire, et ça vous donne quelque chose, là, qu'on appelle chemin optique, mais qui en fait, à la vitesse de la lumière dans le vide près, est la durée du trajet pour aller de A à B. Bon, on peut calculer, la lumière, elle fait ça, on la constate faire ça, on peut calculer combien de temps elle a mis pour faire ce chemin, avec un milieu très compliqué. Ça peut être dans l'air, tout simplement, ça c'est très simple, ça peut être dans l'air, il y a de l'eau, il y a plein de trucs. Et ce que nous dit le principe de Fermat, c'est que le chemin optique, ce qui va définir la trajectoire effectivement suivie par la lumière, parmi toutes les trajectoires possibles, pour aller d'un point à un autre, elle peut aller comme ci, comme ça, tout droit, plein de chemins. Le chemin effectivement suivi, c'est celui qui va rendre stationnaire, alors ça veut dire, je vais expliquer quoi, stationnaire le chemin optique, ou stationnaire la durée pour aller du point A au point B.
ce que ça veut dire en pratique, stationnaire. Si je change un petit peu le chemin, je constate que la lumière a fait ce chemin-là, et je fais un chemin qui est très voisin, et pas le même, la durée, elle sera plus longue. Si je prends un autre chemin voisin, elle sera encore plus longue. En fait, tous les autres chemins auront des durées plus longues, sauf le chemin qui a suivi la lumière. Alors stationnaire, c'est un peu plus précis que ça c'est extrémum, ce que je viens de dire, même minimum. La durée doit être minimum. La lumière suit un chemin dont la durée est minimum. Ça, c'est très différent de l'image qu'on a habituellement de la physique. La lumière, elle se propage, elle est ici. La lumière est un électromagnétique. Ça aglandouille les atomes, les molécules et surtout les électrons de ça, qui crée un champ électromagnétique et de proche en proche, la lumière se propage en interagissant avec la matière et en se propageant de proche en proche. Il y a un effet, une onde électromagnétique qui arrive de la lumière, une conséquence, ça branlouille les atomes, et surtout les électrons, et un effet, ça crée une onde, et qui est la suite de l'autre, et ça se propage de proche en proche. Il y a effet et cause. Et il y a tout ce qu'il faut pour décrire ça. Là, ce n'est pas du tout effet et cause. Là, il y a une sorte de grand principe. On dit à la lumière, Dieu a dit à la lumière, si on veut dire ça comme ça, tu minimiseras ton chemin optique. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas de dire, tu mettras le pied droit devant le pied gauche, puis tu t'appuieras sur le pied gauche, et tu lèveras le pied gauche, et tu feras, et il y a des enchaînements de causes, d'effets et de causes. Donc dans un cas, il y a une causalité, il y a une vision causale. Quand j'arrive, alors, c'est l'équation, une conséquence de ça, ce qui est très très fort dans le principe de Fermat, c'est qu'une conséquence de ça, c'est sur la diapo suivante, c'est la deuxième équation de la soirée, puisque c'est la dernière cette année, la formule dite de Snell-Descartes de déviation de la lumière. Et il y a le petit dessin qui va avec, qui vous dit, si maintenant j'ai un milieu, c'est simple, j'ai deux milieux, mettons de l'air et de l'eau en bas, ils ont des indices optiques différents. Dans l'air, la vitesse de la lumière, c'est pratiquement comme dans le vide. Dans l'eau, c'est plus lent. Quand j'ai un rayon lumineux qui arrive par le haut, que se passe-t-il? Il se propage tout droit dans le milieu homogène qu'est l'air. Ça, c'est normal. Le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre dans un milieu homogène, c'est la ligne droite. Donc le chemin est en ligne droite. Une conséquence directe du principe de Fermat, la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène. Quand elle arrive à l'interface, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans un nouveau milieu, elle se propage dans ce nouveau milieu en ligne droite, mais il a fallu, pour aller du point de départ au point d'arrivée, qu'elle minimise la durée du voyage, qu'elle minimise le chemin optique. Et ça impose qu'elle change de direction. Ça a l'air un peu incroyable, hein. Ça veut dire, dit autrement, si en haut c'est la plage et en bas c'est l'eau, si au point de départ c'est vous et au point d'arrivée c'est quelqu'un qui se noie, et que vous voulez aller le plus vite possible vers la personne qui se noie, les réponses naturelles qui est je vais tout droit vers la plage et je nage vers la personne, ou je vais tout droit vers la personne et quand j'arrive à la plage je continue à nager, ne sont pas les réponses optimum en durée. Parce que vous ne courez pas, bien sûr, aussi vite que vous nagez. La réponse optimum, c'est ça. Ce n'est pas du tout intuitif. Ça se démontre, Descartes l'a montré, Snell l'a montré, ils l'ont montré d'ailleurs en même temps, on a souvent dit Descartes, maintenant on met les deux à la fois, et il y a cette formule, elle se comprend de façon causale. Il y a une cause, un changement de milieu, il y a un effet, un changement de direction de la lumière. Si vous avez un milieu qui est plus compliqué, c'est-à-dire qui varie tout le temps, vous imaginez comme plein de petites couches, de couches très fines, empilées les unes sur les autres. Dans chaque petite couche, l'indice est différent, et vous avez les rayons déviés, comme par exemple les rayons lumineux qui sont courbés par l'atmosphère de la Terre et qui donnent lieu à ce qu'on appelle la réfraction astronomique. Le fait que quand le Soleil, vous le voyez couché, il est tangent à l'horizon, vous dites « Ah, il commence à se coucher ». La réponse est non. Géométriquement, le Soleil est exactement sur l'horizon, tangent sur l'horizon. Mais vous le voyez encore parce que les rayons lumineux sont courbés par l'atmosphère de la Terre. Et l'atmosphère n'est pas la même densité, la même température, et donc le même indice optique en fonction de l'altitude. Une conséquence donc du principe de Fermat, c'est ça. Une dernière conséquence, c'est, puisqu'il s'agit de minimiser le temps de parcours ou le chemin optique d'un point à un autre, si vous pouvez aller de A à B, si la lumière peut aller de A à B, elle peut aller de B à A, qu'on appelle le principe du retour inverse de la lumière. Si je vous vois, alors vous me voyez. S'il y a un rayon qui va de mon œil, de vous à mon œil, et il va de mon œil à vous. Il y a le même rayon dans l'autre sens.
Donc, de ce simple principe, il y a 3 lois très bien connues, le principe du retour inverse, la réfraction, la propagation en ligne droite de la lumière, qui se déduisent d'un seul principe. Et beaucoup plus fort, ce principe-là, il a été généralisé, la nature agit par les voies les plus économes. Voilà une façon de l'exprimer par Maupertuis au XVIIIe siècle. Il a été mathématisé pour l'optique, pour la mécanique, et même c'est maintenant le principe fondateur de toute la physique théorique moderne. Il existe une quantité qui, de manière générale, s'appelle action, A-C-T-I-O-N, comme une action. Et cette quantité qui s'appelle action, dans le cas de la lumière, c'est le chemin optique. Dans le cas d'une particule, un électron qui se déplace comme ça, c'est l'intégrale, le signe qu'on a dit, l'intégrale de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Dans le cas de la physique de particules modernes, c'est le Lagrangien, c'est l'intégrale du Lagrangien du modèle standard qui fait une page. Donc c'est un truc long et qui tient compte de tout le bazar. Et la nature dit, tu minimiseras l'action. C'est une façon équivalente de parler de cause et effet. Alors, dans la nouvelle, là où c'est très intéressant, c'est que la linguiste, on lui dit, ils ont réagi à un principe physique qu'on a construit comme équivalent à cause et effet, mais plus tard, et qui a posé des problèmes aux physiciens. Planck, il était vert quand il a entendu que ça marchait, ce truc-là. Max Planck était vert. Ça veut dire qu'il y a un dieu organisateur. Comment la lumière, elle sait où elle doit arriver pour minimiser son chemin? D'accord? On a l'impression qu'il y a un principe finaliste derrière. Enfin, c'est une tuerie pour les physiciens. Ça ne va pas du tout, quoi. Alors, ils s'en sont débarrassés, disons, pour faire rapidement, en disant, bon, c'est une formulation mathématiquement équivalente, mais on garde cause et effet. Mais là, on pourrait imaginer, c'est ce qui est suggéré dans la nouvelle, que les heptapodes ont compris la physique d'abord par les principes d'extrémum, et ils ont fait, on ne sait pas quoi avec, mais d'abord par les principes d'extrémum. Et comme ils ont compris la physique comme ça, ils ont forgé Sapir-Whorf dans leur mental comme ça, et ils ont besoin de savoir où ils vont avant de dire quelque chose. Ils ont besoin de connaître, quand ils vont exprimer une phrase sur le réel, toutes les conséquences de cette phrase, et de l'exprimer dans une phrase qui commence nulle part. Et donc, ils font un truc en cercle parce que ça les aide un peu. Puis pour nous, on a l'impression que c'est la classe, quand même. D'accord? Donc, ça bouge, c'est assez chouette. Il faut reconnaître que de ce point de vue-là, visuellement, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans le film, on voit cette visualisation en encre de Chine, en encre de poulpe. C'est magnifique, qui n'est qu'évoqué dans le livre, on le voit. Alors que dans le film, pourquoi c'est un physicien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce soit un mec et qu'il puisse interagir avec la linguiste pour faire le sidekick. Mais là, dans la texte, c'est absolument fondamental. Il passe 2 pages, elle a expliqué ce que c'est le principe de Fermat et toutes ses conséquences. Elle dit « Ah, mais j'ai pigé. Si c'est comme ça, c'est parce qu'ils comprennent le temps différemment et qu'ils envisagent les phrases de façon circulaire. Parce qu'ils envisagent, ils ont comme un finalisme, ils savent déjà les choses. D'ailleurs, dans le film, ça on le voit bien, son destin, elle a un destin, cette femme. C'est déjà écrit. Elle aura cette fille avec ce mec et la fille mourra de cette maladie et elle peut juste que vivre les événements. Le futur est déjà écrit. Et alors, j'ai des citations, Hugo, mais j'en ai une aussi. Voilà, la citation dans le bouquin, il y a un extrait où il explique comment la physique humaine fonctionne. Il dit qu'il y a la cause et les effets, il dit, je cite, « Cause et effet s'enchaînent, créant une sorte de réaction en chaîne qui va du passé vers le futur. » Alors que ce que font les heptapodes, les humains avaient acquis un mode de conscience séquentiel, les causes et les effets, les causes et les effets, les causes et les effets. Donc les humains avaient acquis un mode de conscience séquentiel, les heptapodes un mode de conscience simultané. Nous faisions l'expérience des événements dans un certain ordre et nous percevions leur relation comme une relation de cause à effet. Les heptapodes faisaient l'expérience de tous les événements à la fois et ils percevaient un objectif sous-jacent au tout. Et donc c'est cette structure langagière-là qui est transmise dans le livre. Il pousse vraiment à fond 2 choses. Ted Chiang, qui est un malin, c'est un très bon auteur de SF américain, très très bon, à la fois des hypothèses de linguistique qui poussent vraiment dans le retranchement, pour dire le moins, mais aussi, y compris l'idée qu'il y a un finalisme, enfin que les lois de la physique, on aurait pu les découvrir dans un autre sens, les écrire dans un autre sens, et puis de les penser de façon complètement finaliste, et pas du tout du point de vue cause et effet. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la nouvelle, qui justifie que ce soit un physicien. Ça ne peut pas être autre chose qu'un physicien, pour le coup. Un garçon, parce qu'il faut bien que la biologie fonctionne, et un physicien. Pas
archéologue ou un anthropologue ou je ne sais pas quoi, ou un sidekick quelconque. Hein, c'est un physicien. Voilà, tu veux rajouter Hugo? Je vous Donc donne il y a une juste... bonne combo, hein, j'ai rien dit Valentina, on est mûrs pour aller bosser les heptapodes, s'ils déboulent. Quand ils arrivent, hein, c'est nous, on est d'accord. Je vous donne juste la citation, parce qu'en fait, tu viens d'expliquer exactement ce qu'il y a dans la nouvelle, et encore mieux. Mais il y a eu une petite citation qui est intéressante. Donc, il lui explique effectivement le principe de Fermat. Et après, c'est elle qui dit, donc juste la phrase de la nouvelle. Donc, ils sont en train de dialoguer autour d'un thé, et ils expliquent voilà, tout ce que tu viens de dire, Roland. Et il dit voilà. Et puis elle explique, j'ai pensé... Le rayon lumineux doit savoir où il aboutira avant de pouvoir choisir la direction qu'il devra emprunter. Et c'est elle qui transcrit ce principe dont, voilà, il devra savoir. Et donc, elle déduit que il faut qu'il connaisse le futur pour savoir où il va. Exactement. Et donc, elle dit, il y a aussi cette citation, le mode sémasiographique, donc le truc qui fait chef, on a compris, les dessins. Le mode des dessins convenait mieux à une espèce au mode de conscience simultané pour lequel le discours tenait lieu de goulet d'étranglement, a exigé que chaque mot suive le précédent. Avec l'écriture, par contre, tous les signes portés sur une page étaient visibles en même temps. Pourquoi enfermer l'écriture dans une camisole glottographique, requérir d'elle le caractère séquentiel du discours? Donc là, l'idée, elle est marrante, c'est au lieu de faire des phrases, on peut les écrire comme Apollinaire, faire des plans, au lieu de faire des phrases linéaires de haute, droite, gauche, enfin tout le monde se démerde avec sa direction, on fait carrément bidimensionnel. On a un discours qui est explicitement bidimensionnel. C'est-à-dire, ça écrit et ça se lit, démerdez-vous. Et je ne sais pas si ça existe comme ça. Le Maya, ça fait un peu curieux, le Maya. Au début, on a pensé que c'était des dessins, je pense, avant de décrypter. Comment on a compris le Maya, d'ailleurs? Comment ça s'est passé, cette affaire? Parce que c'est très différent. L'écriture maya, oui, elle est assez différente. Comment on l'a compris? On a mis beaucoup de temps à comprendre. En fait, c'est simplement ces 20 ou 30 dernières années qu'il y a eu des découvertes exponentielles et on a augmenté énormément le nombre de documents et de signes qu'on peut comprendre. Mais on a eu quelques petits indices au tout début, puisque Diego de Landa, qui est aussi le prêtre qui a absolument brûlé presque tous les codex mayas, avait quand même pris le soin de demander comment ça marche et donc a laissé un mini-syllabaire qui montrait aussi que c'était une écriture syllabique et en plus elle était logographique. Donc il y a des symboles qui jouent sur idées, signes, et d'autres sur les phonèmes, et souvent c'est combiné. La difficulté de l'écriture maya, c'est qu'aussi les scribes adoraient varier les signes. Donc en fait, pour un même son et pour une même idée, vous pouvez avoir 20 représentations différentes selon les lieux, selon les époques, et même aux mêmes époques. Donc ça augmente la beauté du système, mais sa difficulté aussi. Voilà, alors ce qui est évidemment l'incognito dans le film, c'est ils parlent quand même, enfin ils émettent des sons. Alors les sons, ils sont un peu séquencés, même si c'est des... Donc comment ils marchent ceux-là? C'est des ondes, hein, plutôt. C'est les ondes sonores. Ils font un peu baleine. C'est vrai que ça évoque les baleines, ça fait ces ondes sonores. Là, c'est peut-être pour Passe-moi le sel, et t'as vu comme ils sont ridicules avec leur combinaison orange. Mais voilà, pour les trucs sérieux, ils ont leur système sérieux. Mais voilà, donc c'était ça l'équation du soir. Qui fait vraiment référence à ce qui fait le cœur intellectuel de la nouvelle. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de détails qui changent par rapport au film. Il y a le cœur est le même. Vous avez vu le film, vous avez essentiellement, je vous ai rien spoilé sur ce qui se passe dans la nouvelle. Tout est dans le film, mais il n'y a pas les Chinois et il y a la physique en plus. Voilà.